Voilà, bonjour à tous. Donc, bienvenue dans ce webinaire organisé par Innovalliance, qui est le pôle de compétitivité de la naturalité au service des filières du végétal. Pour ceux qui s'interrogent encore sur la définition de la naturalité, je vous invite à vous inscrire, si ce n'est déjà fait, à nos journées de la naturalité. Donc, je partage notre petit flyer à ce sujet qui auront lieu le 9 et 10 novembre prochain au Palais des Papes d'Avignon pour une première édition de cet événement phare du pôle. Donc, ce sera tous les 2 ans. Et on déclinera dans ce cadre notre vision de la naturalité sur l'ensemble de la chaîne de valeur, de l'agriculture à l'industrie, pour les marchés, de l'alimentation, des compléments alimentaires, de la cosmétique et des arômes parfums. Je vous ai mis le lien dans le chat à droite pour pouvoir vous inscrire. Mais revenons donc à l'objectif du jour. Ce webinaire organisé avec et pour la société VGD. Donc, pour commencer, je me présente Marion Pillot, chargée de mission au sein du service réseau et croissance à Avignon. Je suis la référente des adhérents agri et agro du pôle sur les départements Vaucluse, Bouches-du-Rhône et puis un bout de l'Occitanie. Et donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous accueillir tous pour ce webinaire organisé pour la société VGD, Vegetal Growth Development, expert en éclairage LED horticole, représenté par Sébastien Deprade. Bonjour Sébastien. Bonjour à tous. Je te laisserai te présenter tout à l'heure. Le webinaire s'intitule Agriculture 4.0, comment revaloriser la première source d'énergie. Et aux côtés de Sébastien, on aura également les interventions de Gilles Marguerat du groupe EFAGE, de Jérémy Blondin du domaine des matines et de Salah Edari, société Bayer, qui toutes trois donc, sont des sociétés avec lesquelles VGD entretient d'étroites collaborations dont ils nous parleront dans le cadre de ce webinaire. Alors, pourquoi cette thématique? Alors, pour vous rappeler peut-être en deux mots, l'objectif. Alors là, vous pouvez peut-être couper les micros juste pour ceux qui... Voilà, pas qu'il y ait de bruit de fond, merci. L'objectif des webinaires Innovalliance, c'est vous apporter à vous, participants de l'info, sur des problématiques importantes tout en donnant de la visibilité aux solutions proposées par nos adhérents. Donc, en l'occurrence, le contexte énergétique impose d'instaurer des solutions dans le but de produire plus de biomasse de qualité sur une même superficie. La lumière est un facteur clé qui va influer sur tous les autres et c'est là qu'intervient le savoir-faire de VGD dans l'analyse et la compréhension de ce facteur clé pour une transition agroécologique réussie avec des solutions à destination de toute la profession agricole que vous représentez vous qui avez répondu présent à ce webinaire aujourd'hui. Donc, on est ensemble jusqu'à midi. On va essayer de tenir le chrono. 4 intervenants, donc 4 fois 10 minutes environ, entrecoupés de 5 minutes de questions. N'hésitez pas à poser vos questions, à les poster donc, au fur et à mesure dans le chat prévu à cet effet sur votre droite. On publiera ces questions pour que chacun puisse en prendre connaissance et ensuite nos intervenants donc, pourront vous répondre en direct. Et si vous avez le moindre souci de connexion, Mathilde, ma collègue, est également connectée et donc voilà, n'hésitez pas à la solliciter si besoin. Je vais donc laisser la parole à Sébastien et ensuite, Gilles, vous êtes déjà connecté, donc c'est parfait. Tu pourras lui passer la main directement, Sébastien. Ok, Merci. super, merci Marion. Donc merci à tous pour votre présence et votre intérêt. Donc je vous présenterai très rapidement l'activité de VGD pour vous connaissez ce que l'on fait et puis je vous expliquerai pourquoi on a proposé ce webinaire avec Innovalliance. Et puis on laissera place aux intervenants qui pourront faire part de l'expérience. Je pense que c'est plus facile de partager notre expérience autour de notre métier que de faire des longues tirades. Et donc, les questions-réponses seront, je pense, relativement importantes. Donc, n'hésitez pas à solliciter certaines questions. Donc, BGD, c'est qui? C'était une jeune boîte, hein, on a été fondé en 2017. Néanmoins, on a déjà 85 clients et partenaires en Europe, majoritairement en France. Et on a investi un peu plus d'1 million, pratiquement 2 millions d'euros dans la R&D. Alors pourquoi un montant aussi important dans la R&D pour une boîte qui est aussi jeune? Tout simplement parce que la lumière, c'est un vaste sujet qu'on a pris un petit peu, je dirais historiquement, à la légère, parce qu'on était parti du constat que la lumière, c'était l'un des derniers facteurs qui est le moins bien maîtrisé ou le moins bien apprécié en tout cas dans les cultures, que ce soit des cultures plein champ
comme des cultures indoor et des cultures en serre. Et donc, on a dit, on s'est décidé de développer un capteur qui permet de capter cette lumière et de décrire précisément de quoi est constituée la lumière et de la capter en temps réel, un petit peu comme une feuille telle qu'elle capterait la lumière. Et c'est vraiment dans cette physionomie-là et philosophie qu'on a développé un système de captation et d'analyse de données de la lumière pour retranscrire et vulgariser certaines données auprès des producteurs ou des centres de recherche ou des partenaires. Donc, il y a quelques photos qui illustrent ci-dessous dans quel domaine on intervient. Voilà, donc dans des serres type classique, double paroi ou même des serres tunnels, des centres de recherche indoor où effectivement on va travailler plus sur la qualité de la lumière et des équipements lumineux et moins des capteurs, des serres high-tech dont on peut voir une partie où c'est une photo de Jérémy Blondin, la troisième photo, chez lui, il en parlera peut-être tout à l'heure. Et aussi, on s'est posé la question d'analyser la lumière là où on peut avoir le moins d'impact, c'est-à-dire de conséquences, une fois qu'on a détecté une carence de lumière, par exemple, c'est-à-dire dans le plein champ. Quel levier on peut avoir autre que la lumière artificielle pour maximiser ou améliorer la production? Quel levier on peut avoir sur la gestion de la culture en connaissant mieux la lumière? Voilà. Donc, nous, on utilise des services et des solutions. Donc, les services, j'en ai rapidement parlé et je ne vais pas faire une longue tirade sur le sujet. Ce n'est pas le but non plus du webinaire, mais je vous en parle parce que aujourd'hui, on est les seuls à proposer ce type de service. C'est dès qu'on embarque un capteur de lumière dans la culture et on est capable de détecter les carences en fonction des besoins de l'implant. Pour ce faire, à votre gauche, on a un capteur. Au milieu, on a un ordinateur qui va analyser en temps réel et voir s'il détectait des carences. Et sous forme de rapport, on va vulgariser ce que votre plante a reçu ou ce que la culture a reçu. Et dernier point, on est en développement, mais c'est un petit peu la direction et la vision de la boîte, c'est de vérifier aussi l'impact de la lumière sur le végétal. Donc, on a développé une caméra qui fonctionne, qui permet, en tout cas là sur la tomate, de dénombrer et d'apprécier une maturité. Et ces deux informations nous permettent d'avoir un modèle de croissance intéressant. Voilà, s'il y avait des questions, on pourra en parler plus tard. Donc moi, je vais laisser place aujourd'hui, dans le but du webinaire, c'était de montrer quelles performances et quels outils sont mis en place pour faire face au contexte actuel et conjoncturel de la crise énergétique, ou en tout cas des différentes variations de prix sur lesquelles on est confronté et aussi à l'avenir. Donc le but de ce webinaire, effectivement, c'est de cerner les enjeux à travers des players, enfin des producteurs ou alors des centres de recherche ou même des acteurs de l'énergie comme Eiffage, de voir les dispositifs qui sont disponibles aujourd'hui et potentiellement les disponibles de demain et comment va évoluer le marché. Ça, je trouve que c'est une réponse où, quand je travaille avec les producteurs, c'est toujours la question qui est posée. Et également voir quelles solutions qui sont mises en œuvre déjà aujourd'hui sur leur culture et aussi quelle est la ligne de conduite de gros groupes comme Bayer, mais aussi de producteurs qui sont à la pointe comme les domaines Matine. Quelle est la vision moyen et long terme de la gestion de l'énergie pour servir les consommateurs. Donc, j'en profite pour faire la passation de parole sous forme de questions à Gilles. Donc, et Gilles va dans un premier temps se présenter, je vais lui laisser la parole, et puis il va répondre aussi, comme la plupart des intervenants, à des questions qu'on a semblé utiles. En tout cas, je l'espère, qui vont nous apporter un nombre de réponses. S'il manque des réponses, ben, n'hésitez pas à les poster dans le temps de réponse imparti, juste après chaque intervenant. Voilà, bah, Gilles, bah, si tu peux te présenter dans un premier temps, voilà, je te laisse la parole. Donc, Gilles Marguerat, donc moi je suis le directeur du département de production d'énergie de Eiffage Énergie Système en Aquitaine. Aujourd'hui, je rayonne nationalement. Alors, je ne vais pas rentrer dans les méandres de Eiffage, mais aujourd'hui, je suis le référent gaz et le référent horticulture et maraîchage chez Eiffage Énergie Système et pour le groupe Eiffage. Donc aujourd'hui, on a construit 150 centrales de cogénération pour le maraîchage
exclusivement dans le domaine maraîcher, sauf une qui a été construite au Futuroscope et c'était plus pour l'image du Futuroscope que pour autre chose. Aujourd'hui, on représente à peu près 75% de la production par cogénération dans le maraîchage. Et l'objectif aujourd'hui de FH Energy System, c'est de trouver des solutions pour passer, un, la crise énergétique que tout le monde connaît aujourd'hui, et deux, pour trouver des solutions décarbonées pour demain, si ces solutions existent et quand elles seront matures. Voilà. Ok, super. Donc nous, il y a une première question qui venait un petit peu, le sondage qu'on avait fait en amont, c'est quel impact à court et moyen terme de la conjoncture sur la disponibilité énergétique en France et potentiellement en Europe? Voilà, c'était un petit peu la vision qu'on souhaitait avoir, quel impact pour avoir la conjoncture sur la disponibilité énergétique. Qu'est-ce que, Gilles, par rapport à ça, tu as des éléments? Aujourd'hui, ce que je sais dire, c'est que bon, moi, je travaille quasi exclusivement dans le domaine maraîcher, pratiquement dans les serres chauffées. Donc aujourd'hui, ce que je sais dire, c'est que pour les serres chauffées, la priorité, c'est d'optimiser les moyens de production que l'on a aujourd'hui en place. Donc dans la moyenne d'optimiser ces moyens de production, on parle principalement de cogénération. Alors pourquoi? Parce que la cogénération, malgré tout ce que croient les gens, ce n'est pas un contrat hiver, mais c'est bien un contrat annuel de production de chaleur et d'électricité. Et aujourd'hui, dans le fonctionnement de la cogénération tel qu'on le connaissait hier, on ne tenait pas compte de ces opportunités certainement qui étaient données sur des marchés de gaz et d'électricité. Et aujourd'hui, on en tient compte. Donc aujourd'hui, le premier axe que l'on a, nous, EFAGE, c'est d'optimiser ce fonctionnement de ces cogénérations, d'essayer d'optimiser les actifs qui ont été ou qui sont sortis d'obligations d'achat. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il existe une niche, alors elle est certainement pas grande et certainement pas longue en durée, qui s'appelle le marché libre et qui permet de valoriser un actif qui aurait été payé par de l'obligation d'achat et qui permettrait, entre guillemets, de la poursuite d'une activité de cogénération. Alors bien sûr, cette activité, on va essayer de la rendre plus viable, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait très bien que le maraîchage en France souffre en partie du manque de CO2 liquide pour les cultures. Et donc aujourd'hui, ce que l'on essaye de faire en marché libre, c'est des fonctionnements à la journée et non plus toute la journée, c'est-à-dire on travaillerait de 8 heures à 20 heures pour produire la chaleur et le CO2 au niveau des serres. Et s'il y a de l'éclairage artificiel, essayer de produire de l'électricité à ces périodes-là. Voilà. À moyen terme, Ok. c'est beaucoup plus compliqué parce qu'aujourd'hui, vous avez un panel de solutions qui existent et parmi ces solutions, on en travaille plusieurs. On travaille aujourd'hui la biomasse, bien entendu. On travaille principalement la gazéification pour le maraîchage. Alors pourquoi? Parce que la grosse différence entre la biomasse et la gazéification, c'est qu'au niveau gazéification, si je veux produire du CO2, j'ai pas besoin de rajouter un équipement de valorisation de CO2 issu de biomasse. On travaille le solaire thermique. Mais ce que je sais dire aujourd'hui, c'est que toutes ces technologies sont peut-être matures techniquement, mais elles ne sont pas matures au niveau garantie de performance. Et même aujourd'hui, un groupe comme Eiffage ne garantira jamais une installation de gazéification ou de solaire thermique tant qu'on n'aura pas un retour d'expérience assez grand qui permettra d'être certain un peu de ce que l'on peut avancer au niveau des chiffres de production et de valorisation de la chaleur. D'accord. Donc du coup, une question naturellement que je t'avais pas mis, Gilles, mais je pense que ça peut être intéressant vis-à-vis de tes réponses. C'est la grande question, c'est le gaz. Euh, Est-ce que tu peux, je dérive un petit peu de ce que je t'avais envoyé, mais Mmh. le gaz, je pense que c'est intéressant parce que c'est principalement aujourd'hui encore la solution, ce qu'on comprend, la plus mature, la plus adaptée, la plus dimensionnée bon, pour le maraîchage, mais potentiellement pour d'autres structures. En tout cas, là, ton expérience prime sur le maraîchage. Le gaz, voilà, quelle transparence au niveau du gaz ou quelle politique, Mmh. en quelques mots, comment se Donc comporte le aujourd'hui, marché du gaz pour les producteurs? alors aujourd'hui, nous on a, alors nous, quand je dis nous, c'est la T2E, donc qui est l'association qui dialogue avec le gouvernement sur la partie énergétique. Donc la T2E en particulier, certaines coopératives maraîchères ont entamé des discussions avec la DGEC. La Oui, je pense qu'on DGEC, a. c'est la Direction générale de l'énergie et du climat.
qui nous demande d'économiser. Oui, j'ai reçu un appel téléphonique en même temps, voilà, qui donne aujourd'hui d'économiser 10% de la consommation de gaz de cogénération. Donc, c'est une demande qui représente à peu près 1 TWh pour la cogénération entière en France. Elle ne peut passer que par des assouplissements du système de cogénération tel qu'on le connaissait il y a encore 2 ans, c'est-à-dire avec des machines qui fonctionnaient 24 heures sur 24 à plein régime. Et donc aujourd'hui, on est rentré dans une phase de discussion avec la DGEC et en particulier le monde maraîcher qui aura une réunion spécifique là-dessus pour essayer d'assouplir le contrat d'obligation d'achat et permettre un fonctionnement qui se rapprocherait du fonctionnement marché libre, c'est-à-dire, entre guillemets, consommer du gaz pour produire de l'électricité et de la chaleur et du CO2 quand il fait jour, pas quand il fait nuit. Alors bien sûr, si on éclaire les serres, c'est un peu différent. Et surtout, suivant les vrais besoins de chaleur de la serre, en essayant d'économiser cette chaleur et donc de rentrer dans un mode de fonctionnement de sobriété énergétique, mot que l'on entend tous les jours dans les médias. Donc aujourd'hui, sur la partie gaz, l'objectif, c'est d'économiser à peu près 10% de la consommation gaz des cogénérations en France. Et les discussions qu'on a entamées avec la DGEC vont plutôt dans le bon sens, puisqu'ils nous ont proposé des assouplissements et des modes de fonctionnement qui permettraient aux producteurs d'utiliser la chaleur mieux, le CO2 mieux, et avec des rentabilités économiques, entre guillemets, intéressantes pour eux. Puisqu'aujourd'hui, dans le maraîchage, le poste chaleur était le deuxième poste de charge et aujourd'hui, avec la flambée des prix, c'est devenu le premier poste de charge. OK. Et bon, pour terminer sur une dernière question, donc tu as parlé des 10 effectivement, visés, global, on va dire sur la quantité de gaz consommée en milieu maraîchage avec les cogénératrices, ce qui permet de produire du CO2 et de la chaleur, de l'électricité dans le réseau. Hem, Est-ce qu'il y a des voilà, de manière transitoire, s'il y a des personnes qui veulent me dire: «Voilà, moi le gaz, c'est plus un faire-valoir sur mes investissements sur les 10 prochaines années». Est-ce qu'il y a des techniques, des transitions? Quelqu'un veut passer du gaz à une autre technique, de la biomasse par exemple, et cetera? Ou, voilà, est-ce qu'il y a des solutions? Alors on parle sans parler d'hydrogène, ou peut-être ça va arriver, voilà. Qu'est-ce qui arrive un petit peu sur le marché d'ici 5, 10 ans ou peut-être plus? Je sais pas si tu as une vision un petit peu à nous partager? Ben, nous, aujourd'hui, l'objectif des phages, c'est que le gaz reste une énergie de transition, c'est-à-dire que c'est une énergie qui permette de diminuer ce premier poste de charge de façon conséquente pour que les exploitations continuent à vivre. Donc quand je dis 5 à 10 ans, ça veut dire qu'aujourd'hui, on travaille sur d'autres solutions techniques. Donc bien sûr la biomasse que tout le monde connaît, mais on travaille sur quelque chose qui se ressemble beaucoup à de la biomasse, mais qui s'appelle de la gazéification. Alors la gazéification, je ne vais pas rentrer dans un détail technique, c'est quoi? C'est je prends de l'entrant qui peut être du bois, mais on peut aussi imaginer d'autres solutions et d'autres entrants, mais principalement du bois pour avoir un entrant propre. On craque les molécules, en d'autres termes, on pyrolyse ce bois à des températures très élevées, c'est-à-dire à 1400, 1500 degrés. On obtient un gaz de synthèse qui est composé à 55% à peu près d'hydrogène. Et ce gaz de synthèse, on est capable aujourd'hui de le mettre dans des chaudières à gaz classiques, en remplaçant juste le brûleur en mettant des brûleurs bi-énergie, ce qui présente l'avantage, entre guillemets, de produire de la chaleur et de produire du CO2 sans modifier les installations des clients. Donc aujourd'hui, je suis en train de livrer, quand je dis aujourd'hui, c'est vraiment aujourd'hui, de livrer une installation sur une distillerie du côté de Limoux, de gazéification avec du marc de raisin. On a construit EFAGE, un démonstrateur qui est aujourd'hui dans une coopérative maraîchère du côté de Brest pour démontrer que ça fonctionne. Donc ça, c'est mon axe principal de travail. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans le maraîchage, ce que je recherche, c'est de la chaleur et du CO2. Aujourd'hui, on travaille aussi sur du solaire thermique, et là, je réponds à des appels à projets ADEME sur du solaire thermique. L'idée aujourd'hui, c'est quand même que via ces technologies, on arrive à un coût chaleur qui soit acceptable pour les producteurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'objectif qu'on s'est fixé, c'est d'avoir un coût chaleur à 20 euros le mégawatt. Et on travaille aussi bien sûr sur l'hydrogène. Donc l'hydrogène, on est en train de travailler deux axes. Le premier axe, c'est combien je peux mettre d'hydrogène dans les moteurs de cogénération tels qu'ils sont aujourd'hui, et qu'ils soient de Eiffage ou d'autres confrères, sans qu'on puisse remplacer, ou sans qu'on doive remplacer la machine. Donc on sait aujourd'hui que ce ratio, c'est à peu près 20% d'hydrogène que l'on pourrait introduire dans le réseau gaz naturel et les machines continueraient à fonctionner. Et on est aussi en train de travailler sur un projet de moteur à 100% hydrogène du côté de Brest. L'objectif, c'est que ce projet soit mature dans 5-6 ans et surtout
qu'on arrive à produire de l'hydrogène à des coûts acceptables, puisqu'aujourd'hui, le coût du kilo d'hydrogène, c'est entre 9 et 13 euros le kilo, ce qui représente à peu près un équivalent gaz entre 250 et 300 euros le mégawattheure PCS. Donc, ça veut dire que pour avoir une rentabilité économique sans aide, et donc avec une technologie que moi j'appelle mature, il faut arriver à des coûts d'hydrogène de 4, 4,5. Voilà. Donc aujourd'hui, on est sur cette recherche d'hydrogène pas cher. On a des idées. Après, on sait très bien que ça passera par des phases de développement et d'aide. Mais l'objectif, c'est que d'ici 5 à 10 ans, on puisse proposer à nos clients soit de produire 20% d'hydrogène et de les mettre directement dans les moteurs de cogénération, ce qui décarbonerait de 8% à peu près le bilan carbone du moteur de cogé, soit de faire des process à 100% hydrogène. Ok. Merci Gilles. Alors moi, j'ajouterais en complément, donc forcément, par rapport au sujet, c'est la lumière sur c'est la première source de chaleur. Bien évidemment, elle ne suffit pas parce que sinon, sinon Gilles ne ferait pas une intervention. En tout cas, elle ne suffit pas dans certains cas. Et donc, effectivement, le fait de mieux l'apprécier, et donc, ce que je disais tout à l'heure, permet bien évidemment d'avoir une gestion un peu plus aussi transitoire de l'énergie, puisque il y a des moments, peut-être que la conduite climatique, en ayant une précision sur la lumière, on n'est pas forcément obligé de chauffer autant ou d'irriguer autant à certains moments de la journée. Voilà. Donc, la lumière, là, joue aussi un rôle prépondérant sur les systèmes que peut proposer donc Eiffage, dont Gilles a décrit. Donc, est-ce qu'il y a, Marion, des questions qui émanent des participants? Alors, si vous en avez, côté participants, c'est le moment de les poser. Donc, j'ai fait passer en animateur Jérémy Blondin, qui est l'intervenant suivant en attendant. Donc, Jérémy Blondin, vous pouvez connecter votre caméra et votre micro. Et en attendant, donc, si vous avez des questions à poser dans le chat, du coup, nos intervenants pourront y répondre en direct. Bon, visiblement, pour l'instant, pas de questions. N'hésitez pas, même s'il y en a d'autres qui viennent après, voilà, on pourra rebasculer les différents intervenants au fur et à mesure en animateur. Okay. Donc, je reviens sur la présentation. Donc là, pour moi, la transition est parfaite entre les participants, enfin les intervenants. Donc je vais laisser Jérémy se présenter dans quelques secondes. Donc on passe effectivement d'un groupe qui propose des solutions comme Eiffage qui sont adaptées à certains milieux, pas tous, mais certains, et ça répond quand même à un certain volume de production qui est relativement important, hein, dans le milieu des serres. Et donc, on bascule donc, avec Jérémy, qui va se présenter. Je n'en dis pas plus. Moi, j'ai l'occasion de travailler depuis quelques années avec Jérémy. Et voilà, je peux les compter, pas sur les doigts de la main, mais presque des producteurs qui sont à la pointe. Et moi, je pense que Jérémy, voilà, par constat, en fait partie. Donc, je vais laisser se présenter. Bonjour à tous, donc je m'appelle Jérémy Blondin, j'ai 36 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants. Comme ça s'entend sûrement, je suis suisse, je viens de la région de Genève. Je vous présenterai aussi un peu des petites différences qu'on a dans notre pays par rapport à la France et même l'Europe, parce qu'on n'en fait pas partie en fait. Donc nos familles, on est maraîchers depuis plus de 6 générations en Suisse. Donc on a eu beaucoup d'évolutions, on a passé du plein champ au tunnel, aux serres plastiques, aujourd'hui au serre vert, et là on fait des essais notamment pour éclairer, pour produire l'hiver. On a à peu près 4 hectares de serre vert sur le site, on a une serre de R&D de 500 mètres carrés, on produit un petit peu moins de 1000 tonnes de légumes par an, et puis on est spécialisé dans les spécialités. On fait beaucoup de sortes de tomates, une vingtaine, des poivrons, des piments, des salades, des herbes aromatiques. Là, on a des essais de mini pastèques, on fait pas mal de choses. Et puis pour ma part, je suis pas mal investi pour la collectivité, j'ai envie de dire. Je suis vice-président de la coopérative genevoise et puis je suis rentré au comité directeur de l'Union maraîchère suisse parce que on est dans une conjoncture difficile. On n'est pas beaucoup de jeunes, malheureusement, on va dire, pour les reprises d'entreprise et pour la suite. Et puis, j'ai envie de me battre un peu pour notre profession et de faire valoir
valoir nos droits, j'ai envie de dire, et nos envies aussi, quoi. Super, merci, merci Jérémy pour la présentation. Donc, il y avait une question qui demeure sur le sujet. C'est aujourd'hui, quelle énergie tu utilises pour cultiver ces 1000 tonnes de produits maraîchers et aussi, comme tu as dit, à quelles restrictions toi tu es confronté en Suisse par exemple, mais qui pourraient impacter d'autres pays où c'est une politique croisée par exemple. Donc, Alors, ben, nous, on utilise du gaz naturel. On a une chaudière à condensation, donc afin de récupérer le CO2, donc pour la photosynthèse des plantes. On a un système de stockage qui s'appelle un open buffer, c'est assez standard dans les serres. Donc nous, l'objectif, en fait, c'est de brûler du gaz le plus possible la journée pour pouvoir récupérer le CO2 et stocker ce gaz, enfin l'énergie plutôt sous forme d'eau chaude. On utilise aussi forcément de l'électricité. Aujourd'hui, ça représente à peu près 10% de mon budget énergie sur l'entreprise. Et nous, on autoproduit 30% de notre consommation et on devrait monter de l'ordre de 60 à 80% d'ici cet hiver avec une nouvelle installation. Il faut savoir qu'en Suisse, on a une taxe CO2 aussi. Je ne sais pas si vous avez ça en France. C'est-à-dire que chaque tonne de CO2 qu'on émet, en fait, on est taxé dessus et on a une courbe de réduction imposée. Donc nous, depuis 2012, on doit diminuer nos émissions en moyenne de 2% par année. Pour l'anecdote, ça marche bien pour des entreprises en fin de vie qui diminuent. Des entreprises comme nous qui investissent puis qui rénovent, c'est assez compliqué de répondre à ces exigences en fait. Et puis en 2018, on a un de nos deux clients principaux en Suisse qui a exigé qu'à partir du 1er janvier 2026, donc dans 4 ans, la production suisse soit complètement décarbonée. Donc c'est-à-dire qu'on devrait avoir 100% de notre énergie qui est produite à base de sources propres et renouvelables. Par exemple, récupérer des chaleurs d'une industrie qui se chauffe au gaz, c'est pas considéré comme renouvelable pour eux. Donc vous pouvez le comprendre, c'est très compliqué pour nous. Et puis comme tout le monde, là on a des hausses de coûts extrêmement importantes depuis le début de l'année. Par contre, c'est très très variable d'une entreprise à l'autre. Ça dépend des contrats que vous avez, des installations que vous avez, mais on parle quand même d'augmentation de 6 voire à 7 chiffres. ok, merci Jérémy. Et tu parlais d'autoconsommation, donc il y avait une question qui visait à dire voilà quel mécanisme tu mets en place sur ta production justement voilà, tu as parlé d'autoconsommation, peut-être d'autres choses. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu la logique d'autoconsommation que tu mets en place, que tu vas mettre en place? Oui, alors ben, l'électricité, par exemple, qu'on autoconsomme, on la produit exclusivement pour nos besoins. Par exemple, on a des besoins forts pour l'irrigation, puis au niveau des pompes. Donc, c'est tout à fait en lien avec le soleil. Plus on a de soleil, plus on a de lumière, plus on a d'électricité, plus on arrose. Donc, c'est vraiment en lien. Et donc, on fait les dimensionnements de nos installations techniques vraiment en fonction de nos besoins et on s'amuse pas à spéculer sur de la vente hypothétique d'énergie. On essaie vraiment d'installer ce qu'on a besoin. Et puis nous, c'est vraiment un peu notre objectif. En fait, on investit, on améliore, on équipe nos structures. On a fait pas mal d'essais. On a un système de pompe à chaleur couplé à un moteur gaz, une mini cogénération pour préchauffer les retours d'eau chaude. On va utiliser des variétés moins gourmandes en énergie. Et en 5 ans, là, on a pas mal changé, on va dire, les variétés qu'on fait. On a des variétés qui sont moins fortes, pour lesquelles on a besoin de moins d'énergie. Puis là, on fait des recherches d'énergie propre, un peu comme c'était présenté avant, par exemple avec du biogaz, du bois, des pompes à chaleur. Nous, dans la région, il y a beaucoup de recherches qui se fait sur la géothermie, par exemple. Il y a pas mal de ressources prometteuses et tout. Et là, nous, concrètement, le projet qu'on aurait avec le canton de Genève, ce serait l'installation d'un réseau à distance en fait de chauffage avec plusieurs acteurs qui pourraient venir alimenter ce réseau. Puis nous, plus concrètement, là, on est en train de travailler sur un projet d'agri-photovoltaïsme, pardon, une serre d'environ 1 hectare qu'on devrait installer l'année prochaine. Mais bon, comme souvent, en fait, on attend sur l'administration pour pouvoir aller de l'avant. Là, on attend des réponses et on espère les avoir d'ici le mois d'octobre. Et pour information, on n'a pas de cogénération en Suisse, malheureusement, qui pour nous est une solution. Et nous, on paye à peu près le gaz 2 fois plus cher qu'en Europe et on nous rachète l'électricité 2 fois moins cher. Donc, pas besoin de faire beaucoup de calculs, c'est pas rentable aujourd'hui. Le CO2 qui est injecté dans les serres n'est pas pris en compte chez nous, donc on a le prix d'une énergie grise, voire noire, on va dire. Et puis,
pour nous, on considère que c'est un peu une sorte de concurrence déloyale, parce qu'il y a certains producteurs européens pour qui, en fait, la production d'énergie est aussi une source de revenus importante, pour pas dire conséquente. Donc aujourd'hui, on essaye d'investir, de trouver des solutions, puis d'aller de l'avant. Ok. Merci Jérémy. Il y a une question naturellement. Donc, Jérémy est basé sur le bassin genevois. Ils n'ont pas 365 jours de soleil dans l'année, mais il arrive quand même à produire une quantité relativement importante. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer comment, avec on va dire un déficit de lumineux, par exemple un bassin, contrairement à un bassin méditerranéen, tu arrives à satisfaire déjà tes acheteurs, ou en tout cas produire assez, et donc du coup faire vivre une activité, en l'occurrence potentiellement prospère. C'est une bonne question. Alors, on ne produit pas toute l'année. Donc, on est en culture 11 mois par année. Et nous, on est en production à peu près 9 mois par année, donc du mois de mars jusqu'au mois d'octobre. Et en fait, c'est pour ça que nous, on travaille exclusivement sous abri sur notre entreprise. Donc, ça permet déjà comment dire, de pouvoir prolonger la période de production aussi. Au niveau des lumières, c'est quelque chose qui nous intéresse. D'ailleurs, j'ai parlé d'une serre en R&D qu'on avait. Donc, on collabore avec la société VGD, puis on a un essai en place depuis 2 ans maintenant. Donc, nous, le but, c'est d'essayer d'améliorer, on va dire, l'efficience de nos investissements. On investit dans des outils, on va dire high-tech, et puis il n'y a aucune industrie dans le monde qui investit pour travailler 9 mois par année avec son outil, quoi. Donc, nous, aujourd'hui, la seule solution de pouvoir travailler plus sur l'hiver, ce serait de rajouter de la lumière, donc de pouvoir éclairer. C'est deux challenges pour nous. Le premier, c'est les besoins de puissance pour pouvoir éclairer, donc l'énergie nécessaire électrique. Et le deuxième, surtout, on est en Suisse, donc tout est plus cher en Suisse, sauf le prix de la tomate. Et il faut qu'on puisse être concurrentiel. Et c'est vrai que l'hiver, on se retrouve face à des pays comme l'Espagne ou encore le Maroc, où les coûts de production sont vraiment faibles. Donc j'ai envie de dire que malheureusement, nos partenaires, pour pas dire la grande distribution, n'ont pas forcément l'envie qu'on soit présent à l'hiver, parce que économiquement pour eux, c'est plus intéressant de faire de l'importation. Puis après, enfin moi, c'est un peu j'ai envie de dire ma croisade, c'est de me battre contre les prix et pour la valeur de ce qu'on achète, parce que c'est vrai qu'au final, ils sont bien gentils, on nous met des exigences. En Suisse, on a les exigences les plus élevées du monde, quasiment. On nous parle de durabilité, on nous parle toujours de l'écologie. Par contre, tout ce qui est social et économique, on y oublie tout le temps. Pourtant, il y a bien 3 volets dans la durabilité. Donc, en gros, on compare les prix et pas la valeur. Donc, on doit faire plus avec moins. C'est ce qu'on essaie de faire aujourd'hui. Puis, comme je le disais, pour nous, la seule possibilité d'y faire, c'est d'investir. C'est la technologie, on a fait presque x4 sur la productivité en 20 ans dans l'entreprise en investissant, et on investit aussi énormément dans nos collaborateurs. C'est pas le sujet du jour, mais pour nous, notre équipe et puis nos collaborateurs, c'est vraiment la force vive de l'entreprise. Comme partout, on a de la peine à recruter, on a de la peine à fidéliser. Donc, on travaille sur les horaires, sur les conditions de travail, et c'était notamment aussi un choix pour nous au niveau de l'éclairage, c'était d'avoir une lumière, on va dire, confortable pour travailler. Enfin, c'était aussi quelque chose d'important pour nous, pour pouvoir fidéliser notre main-d'œuvre et puis travailler de manière performante. Et puis, je dirais aussi, en Suisse, on a une spécificité, c'est que chaque canton a sa propre réglementation, c'est-à-dire qu'on n'a pas le même nombre d'heures dans chaque canton, on n'a pas les mêmes salaires, on n'a pas les mêmes lois au niveau de l'énergie. Par exemple, Genève, la géothermie, on est obligé de passer par les services industriels qui vont nous vendre la molécule à je ne sais quel prix. Puis si vous allez au canton de Vaud, qui est à 30 minutes de route de chez moi, le sol est à tout le monde, si j'ose dire. Donc, vous êtes libre de faire votre propre puits et puis ensuite d'avoir, on va dire, un coût maîtrisé. Donc, au niveau de la main-d'œuvre aussi, on a 25% de salaire en plus en Suisse francophone qu'en Suisse allemande. Donc, très compliqué. Et puis, on a un marché qui est national avec le même prix pour tous les producteurs. Donc, vous me direz, c'est pas très sympathique ce que je vous raconte, mais donc pour finir un peu tout ça, nous on travaille beaucoup sur l'image aussi, et puis sur l'image de nos produits, l'image de
métier, on essaie de communiquer de plus en plus. Pour ma part, j'essaye d'être actif sur les réseaux sociaux. J'essaye d'être actif aussi d'un point de vue, on va dire, politique. J'essaie de me battre contre les médias qui nous critiquent beaucoup aussi. Et puis de me battre contre cette image, on va dire, pittoresque de l'agriculture. Chez nous, les agriculteurs, c'est bretelles, Edelweiss, marmotte. Enfin, c'est pas des robots desserts et puis des LED. Donc, on n'est pas un paradoxe près en Suisse. Et puis, moi, je pense que c'est ça qui va nous sauver. On voit que les gens, ils sont inquiets de ce qu'ils mangent, ils sont inquiets pour la planète, ils sont inquiets pour la santé, enfin, ils sont inquiets pour beaucoup de choses. Et pour finir, je dirais qu'il faut qu'on arrive à allier le consommateur et le citoyen. C'est vrai que quand on nous demande notre avis, on veut tout, comment dire, on veut que tout soit parfait, tout soit magnifique. Par contre, quand on achète, souvent on achète le moins cher. Et pour moi, c'est ça la problématique numéro une. Et pour finir, cette année, nous, en Suisse, le marché, les prix reçus aux producteurs ont compensé les hausses de coûts. Par contre, 2023, ce serait une autre paire de manches parce que là, les coûts sont vraiment fortement à la hausse et on verra ce que ça va donner, mais c'est sûr que ça va être compliqué. Merci Jérémy. Donc moi, ce que je retiens un petit peu de ton intervention, c'est que quand même tu mets beaucoup de mécanismes en place face à des restrictions environnementales qui sont dures, que tu as un déficit lumineux et que ça t'empêche pas de produire. Donc c'est que là aussi, tu mets des outils en place pour d'aide à la croissance pour ta culture. Donc pour moi, c'est quand même un bel exemple où on a une pression forte environnementale, comme l'a dit Jérémy, qui n'allie pas forcément tous les intérêts, n'intègre pas tous les trois piliers de fondement d'un RSE, par exemple. Et on voit que les entreprises arrivent, et pas simplement, mais en tout cas se donnent les moyens de pouvoir produire et subvenir aux besoins de leurs collaborateurs et de la prospérité de l'entreprise. Est-ce qu'il y a des questions techniques ou même d'autres ordres? Alors, pour l'instant, toujours pas de questions postées sur le chat. Vous aurez toujours la possibilité de les poser à la fin de la troisième intervention. Et Monsieur Marguerat est resté connecté, donc on pourra le repasser en animateur s'il y a des questions à son attention également. Donc n'hésitez pas, en même temps que les interventions continuent, à poster vos questions. Merci. Ok. Donc je vais laisser la parole à Salah, voilà, donc de chez Bayer. Donc là, dans un lien, effectivement, on a parlé de FH qui est un fournisseur de solutions énergie, puis Jérémy qui utilise certaines énergies et qui va en utiliser d'autres, et qui prend en compte énormément de paramètres, on l'a vu, pas forcément énergétiques, mais aussi sociétal, donc c'est aussi au cœur du sujet en ce moment. Là, on a un des players majeurs dans la semence, et pas que, mais en tout cas là, c'est d'ailleurs Seed, et ça là on parlera mieux que moi, utilise aussi des techniques pour faire face aux différents enjeux de transition, et la lumière là aussi est d'un élément majeur pour avoir les graines et les fruits que nous avons sur nos étals pour justement avoir des performances optimales. Alors ça là, je te laisse te présenter. Donc, bonjour tout le monde, je me présente, Salah Edari, je suis désolé, j'ai la voix un peu cassée. Donc je suis directeur de centre de recherche et développement pour la semence potagère en France, à Saint-Andiol. Notre centre de Saint-Andiol est un centre dédié au cucurbitacées. Après, je gère aussi en parallèle tous les projets d'innovation et d'automatisation sur du coup 3 pays qui sont France, Israël et Turquie, avec nos sites de recherche et développement sur plusieurs familles, si vous voulez, pipeline de produits. Donc, le souci, c'est le souci de tout le monde, hein, c'est comment produire mieux, pour nous créer des produits qui conviennent et qui répondent aux besoins de nos clients
en consommant moins d'énergie, en mettant moins de produits phyto, voire pas du tout. C'est l'objectif aussi d'augmenter les résistances de nos variétés, tout en gardant ces valeurs nutritives et gustatives. C'est un équilibre à trouver dans un contexte qui est compliqué. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison qu'on est là, qu'on travaille avec nos équipes et qu'on essaie de relever le challenge. Donc, juste pour faire un retour rapide sur mon expérience, parce que je viens quand même du domaine de l'industrie. J'ai travaillé dans l'agroalimentaire, donc en tant que responsable projet et maintenance, en cosmétique, pharmaceutique. Et par la suite, donc, j'ai changé complètement de domaine et j'ai intégré Bayer en 2020. Et depuis l'intégration, du coup, en 2020, je sens que l'entreprise est en train de bouger rapidement pour faire face à bien sûr, à ces problématiques énergétiques et en même temps de coûts de produits, de répondre aux besoins des clients. Parce qu'on parle peut-être d'énergie, de consommation, mais il y a aussi des résistances et des tolérances de variétés au changement climatique aussi. On parle de coups de froid, on parle de chaleur, de manque d'eau. Donc aujourd'hui, bon, on a axé sur plusieurs piliers notre stratégie pour performer dans la recherche en tout cas. C'est essayer donc de revoir la carte de tous les essais, de tous nos centres de recherche et développement d'une côté logistique pour pouvoir avoir l'impact et l'empreinte carbone et énergétique moindre que ce soit sur la planète et sur le coût du produit aussi. Donc ça passe par un nouveau process, une réorganisation, des formations, de l'évolution des équipes aussi. Ça passe par des exigences assez strictes en termes de développement durable aussi. On a des objectifs comme pour Bayer Veggies, on a un objectif de moins 49% de rejet de CO2 d'ici 2025. Donc, face à ça, il y a eu des structures et des comités qui ont été créés dans notre entreprise pour pouvoir budgéter et aider les différents sites pour aller de l'avant dans cette quête de baisse de gaz à effet de serre et de réduire les coûts d'énergie. Ok. Euh, Ça là, c'est oui. justement ces actions-là qui sont entreprises par le groupe. Est-ce que tu peux rentrer un peu plus dans le détail si par exemple tu fais une rétrospective sur les sites que tu chapeautes, par exemple Saint-Andiol ou d'autres, hein, si c'est pas trop confidentiel, bien évidemment, Non, non, quelles bien actions sûr. sont menées, Là, notamment. en parlant de sustainability, on parle plus process. Là, par Bah, exemple, pour réduire le taux de CO2 et ces fameux groupes de développement durable, cette année, au niveau global, on nous a dédié un budget et il fallait donc soumettre des projets avec, bien sûr, des études pour prouver l'impact de ces projets sur notre objectif qui est de réduire cette année sur les centres recherche et développement Veggies, moins 500 tonnes de CO2. Donc, nous avons soumis, par exemple, sur le site de Saint-Andiol, un projet de revamping de chaufferie. Vu la situation actuelle donc, et l'augmentation des prix du gaz, c'est d'autant plus intéressant côté CO2 que côté coût d'énergie aussi. Donc, ça consiste à compiler notre projet, compiler plusieurs améliorations, y compris le système de buffer tank dont il a parlé tout à l'heure Jérémy. Jérémy. Il y a du coup les économiseurs qui viennent récupérer la chaleur des gaz d'échappement, les gaz, les rejets. Donc une meilleure gestion climatique en termes d'ordinateur climatique. Comme il a dit, le but, c'est de stabiliser le régime des brûleurs, des chaudières dans la journée et produire, stocker l'eau
pour faire face aux demandes pour les coups de froid le soir, parce qu'on a un climat quand même qui peut passer, on peut perdre plusieurs degrés rapidement dans le sud de la France, à un certain moment de l'année. Et c'est là où on a le plus les pics de consommation et de rejet de CO2. C'est un projet qui a, par exemple, qui a été accepté parmi les premiers, voire le premier chez Bayer. Donc, on a soumis ça au mois de fin mars. Avril, j'ai eu l'acceptation. On a déclenché la commande et là, on est en train de finaliser les travaux. Donc, c'est vraiment des actions concrètes. Il n'y a pas que chez nous. On parle de tous les sites de recherche et de développement global. On a d'autres projets comme pareil, hein, parce que quand on parle de réduction de CO2, réduction d'énergie électrique aussi, parce que tant qu'on n'a pas d'énergie verte ou d'électricité produite par des sources renouvelables, le projet qu'on a entamé, qu'on a presque fini bientôt avec vous, avec VGLED aussi, sur le remplacement de toutes nos lumières HPS type sodium par des lumières LED. Ça vient aussi dans le même but, c'est de réduire du coup notre consommation d'électricité et réduire notre impact sur la planète, tout en essayant de produire mieux, parce que les lumières LED aujourd'hui, ça fait partie aussi des piliers sur lesquels on s'appuie pour aller plus vite et produire plus rapidement nos graines aussi. Ok. Il y avait une question, c'est vrai, qui était intéressante d'étudier, c'est est-ce qu'en fonction des différents pays, il y a des réglementations qui font que tu as des limitations ou des freins ou pas, justement, à déployer ces nouvelles solutions d'économie d'énergie et de CO2? Alors, en termes de réglementation, après tout ce qui je pense que chez Bayer, on est un peu plus pointu que la plupart des réglementations dans les pays où on est présent. Là, par exemple, je donne un exemple, hein, on a cette recommandation, cette exigence du côté du Premier ministre sur la sobriété, de réduire de 10% nos consommations pour cet hiver. Chez Bayer, on nous impose 20%. Donc, je pense qu'on essaye, surtout ces dernières années en tout cas, de mettre la barre haute, et pour le moment, on n'a pas rencontré de problème avec des règles plus strictes dans un autre pays. Ok. Il reste sur d'autres peut-être domaines comme l'économie de l'eau, parce que ça sera le projet de l'année prochaine. On va continuer sur la réduction de CO2, mais l'année prochaine, on va nous rajouter du coup ce challenge qui est de consommer moins d'eau et de réduire nos consommations d'eau. Et c'est vrai qu'en matière de consommation d'eau, les règles sont très strictes en Israël. En Israël, on a des limitations sur la rétention, par exemple, des eaux de pluie. On ne peut pas retenir plus de 50%. Pareil sur les consommations, on a des sortes de malus selon les consommations et selon les besoins. Très bien. Ok. Merci, Salah. Moi, ce que j'en retiens là également, c'est que il y a des solutions qui sont mises en place et de manière très concrète et en pleine transition. On voit que parfois, il y a des entreprises, donc là, c'est le cas de Bayer, prennent des exigences supplémentaires par rapport à des exigences politiques. Donc ça aussi, c'est intéressant. Et ce qu'on peut retenir, et là je fais, avant qu'on passe aux questions-réponses plutôt globales qui pourront intégrer déjà les derniers questionnements sur Bayer avec Salah éventuellement. Moi, ce que j'en retiens, mais je l'avais avant le webinaire bien évidemment, mais ce que je souhaitais démontrer à travers ce webinaire, sans égocentrer le débat sur VGD, c'est qu'effectivement, la lumière, c'est un des facteurs qu'on peut difficilement maîtriser de manière naturelle puisqu'il arrive de manière la plus naturelle possible. C'est ce qui va chauffer ou ce qui va décarencer ou carencer les plantes, etc. Et on comprend bien en fait que les différents intervenants qui ont eu la gentillesse de venir participer à ce webinaire
utilisent tous des mécanismes pour contrôler la culture et l'améliorer. Dans un souci de répondre, bon, bien évidemment, hein, tout le monde connaît l'histoire 2050, etc. Donc, c'est en étant plus précis, moi c'est ce que je retiens avant de laisser les questions, c'est en étant beaucoup plus précis, en apportant plus de précision, plus de rigueur, parce qu'on voit que les rigueurs sont à chaque fois, hein, les mots des trois intervenants, les rigueurs sont en avant de la législation et ne courent pas derrière la législation. Donc c'est ça qui est aussi intéressant de voir, c'est qu'il y a une proactivité, une réelle volonté, contrairement parfois à ce que pouvait dire Jérémy, à raison justement des médias qui parfois ont tendance effectivement à ternir un petit peu le sujet, alors que finalement quand on écoute les différents intervenants, et il y en a pléthore, hein, je peux l'assurer, en tout cas ceux que je croise et que j'ai l'occasion de croiser dans les différentes entreprises avec lesquelles on travaille, sont vraiment en avance de ça. Voilà. Est-ce qu'il y a donc du coup des questions pour respecter le timing imparti, Marion? Eh bien, pas dans le chat là, donc si vous souhaitez les poser, allez-y. Sinon, il sera toujours temps de reprendre contact avec Sébastien ou nos intervenants à la suite du webinaire. Peut-être qu'en attendant, Sébastien, tu peux expliquer un petit peu comment vous, au niveau de l'entreprise, vous fonctionnez par rapport aussi aux éventuelles collaborations qui pourraient s'en suivre. Bien sûr. Alors, effectivement, bon, je ne voulais pas centrer le débat, mais il reste 3 minutes, alors j'en profite. Donc, effectivement, on a parlé, le sujet était vraiment la thématique lumière, même s'il n'a pas été dévoilé et pleinement exprimé par tous, parce que comme je disais tout à l'heure, effectivement, la lumière, c'est plutôt quelque chose qu'on a tendance à subir. Et c'est pour ça que nous, on a mis en place un capteur qui permet effectivement de vulgariser une donnée. Donc, c'est un spectroradiomètre embarqué en serre ou même maintenant en grande culture. Et vous allez me dire, oui, mais en grande culture, on peut rien faire. Bah, si, en fait, on peut mieux comprendre les effets des stress lumineux apportés sur les cultures, et ne serait-ce sur n'importe quelle culture. Alors, on ne travaille pas que sur la partie maraîchage, on travaille sur les insectes, sur les algues, et bien d'autres domaines d'application où la lumière a un rôle important. Et on ne peut pas bien éclairer si on éclaire, parce que c'est pas obligé d'éclairer. On a d'autres facteurs avant l'éclairage sur lesquels on peut jouer. Et donc, nous, on aide à jouer sur ces facteurs, c'est-à-dire qu'on est un petit peu le complément de la gestion agroclimatique, notamment on s'interface avec les gestions agroclimatiques pour fournir une donnée plus précise avec notre expérience. Il faut savoir que notre expérience a été bâtie aussi avec pratiquement 4 ans de R&D. Avec le CTFL, on a observé divers mécanismes, ce qui nous a permis après, chez nos clients et partenaires, d'avoir des modèles et des recettes de lumière qui nous permettent de détecter effectivement si la plante est en stress lumineux ou en abondance lumineuse. Dans tous les cas, c'est un stress dans les deux côtés, mais ce qui permet en fait de recentrer un petit peu le débat, et c'est ce qui perturbe certains de nos partenaires et producteurs ou centres de recherche, parce que en fait on apporte une donnée qui est nouvelle, voilà, et on apprend à travailler d'abord autour de cette donnée, et non pas l'inverse où on subit la lumière et derrière on essaye de courir avec tous les autres paramètres, entre guillemets, on essaye bien évidemment, mais voilà, aujourd'hui la gestion climatique a été faite comme ça, et nous on apporte en fait une réponse beaucoup plus précise sur la lumière, pour permettre, pour faire des économies d'énergie, comme l'a dit Salah, où on fait une campagne de relamping, mais c'est pas que du relamping, puisqu'il faut que le spectre soit adapté, puisqu'il y a la pathologie d'un côté, de l'autre côté, il y a de la production. Donc effectivement, il y a bien nombre de process qu'il faut sécuriser avant une passation de relamping de lumière. Donc voilà, nous on accompagne cette démarche globale autour de la lumière. Et voilà, on a un bon nombre aujourd'hui de partenaires et de clients qui utilisent nos solutions, que ce soit de la lumière artificielle, soit que du capteur avec nos services d'aide à la décision, ou soit les deux en même temps. Voilà. Est-ce que tu peux préciser peut-être, Sébastien, sur quelle production, quelle culture en particulier vous avez pu acquérir le plus d'expérience, ou si c'est vraiment global? Oui, alors c'est plutôt global. Effectivement, on a une grosse expérience, on va dire, sur l'acquisition de lumière pour la tomate, mais l'avantage d'une production, on déborde là d'une minute, l'avantage d'une production, c'est qu'il y a vraiment 5 facteurs qui sont
différent chez chaque producteur ou chaque site de production ou de recherche. C'est que donc il y a l'environnement, il y a l'énergie, il y a le marché, il y a sa technicité à cultiver et le savoir-faire. Donc, enfin, la technicité par ses équipements et le savoir-faire intrinsèquement du producteur ou du centre de recherche. Donc, ces 5 facteurs-là font que notre solution, elle vient se customiser au fil du temps, s'adapter aux contraintes de tout à chacun, ce que peut pas faire une solution dite universelle. Et c'est là où on a un peu notre faire-valoir, c'est on a vraiment déjà une entreprise à taille humaine, on est capable de s'adapter réellement aux besoins, on est à l'écoute pour pouvoir dimensionner justement les différents inputs, on appellerait, pour adapter la bonne lumière ou faire les bons choix. On travaille par exemple pour les écrans, il y a des producteurs sur les écrans d'ombrage dans des serres, ils ne savent pas combien ça ombre, ou le blanchiment, il y a des problèmes avec le blanchiment, ils ne savent pas s'ils dosent pas assez, s'ils dosent assez, si c'est le bon blanchiment qu'ils ont utilisé, etc. Nos outils permettent d'aider ou de faire des choix. Voilà. Parfait. Donc, il y a une question, je ne sais pas si... Non, c'était juste un merci Ah ben, dans ça le suffit. chat. Merci à vous d'avoir participé. Et si pas d'autres questions, là, je vérifie une dernière fois, mais donc rien dans le chat. Merci Sébastien, merci à messieurs Marguerat, Blondin et Dari également pour vos interventions et ce webinaire riche en infos. Je précise que le replay du webinaire ainsi que la présentation avec les coordonnées de la société VGD vous seront envoyés par Mathilde. Et puis, pour ceux qui souhaiteraient nous rencontrer bientôt, en particulier Sébastien, venez au salon Médagri, le salon de l'agriculture méditerranéenne du 18 au 20 octobre au Parc des Expositions d'Avignon. Je mets dans le chat le petit lien pour aller voir le programme de conférence qui est prévu dans le cadre du Hall L sur l'Agora Innovation, dans le cadre de laquelle il y aura une demi-journée consacrée à la ressource eau énergie et Sébastien interviendra donc le mardi 18 dans l'après-midi vers 16h. Donc voilà, pour ceux qui souhaiteraient rencontrer Sébastien, c'est possible à cette occasion et sinon, vous retrouvez toutes ces coordonnées dans la présentation. Un petit mot pour la fin, Sébastien ? Oui, déjà je remercie les intervenants d'avoir pris sur leur temps très chargé, on l'a bien compris, et également les participants de la même manière, même s'ils n'ont pas pu intervenir. Et en tout cas, en espérant travailler peut-être une autre thématique l'année prochaine, je pense que c'est bien. On pourra éventuellement voir ce qu'il émane chez tous nos collaborateurs, partenaires et clients, s'il y a des sujets sur lesquels on souhaite élargir un petit peu, pas forcément la connaissance, mais en tout cas discuter, avoir des bouts de réponse. Très très bien. Bon, il y a Et plein de merci, merci. merci à toi Marion, merci au Pôle Innova-Alliance, important Avec d'avoir plaisir. soutenu cette organisation et le webinaire. Avec grand plaisir. Et voilà, je pense que c'est parce que tu as posé toutes les bonnes questions, Sébastien, qu'il n'y en a pas eu beaucoup plus dans le chat. Mais voilà, en tous les cas, vous avez nos coordonnées, vous savez où nous trouver, donc n'hésitez pas. Encore merci à tous et très bon appétit, puisque c'est l'heure. Merci, au revoir à tous. Au revoir.